Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes au You pour la dernière émission de la saison, ce qui donnera l'occasion à Gilles de nous présenter quelques petites bombes ludiques prévues pour la rentrée. Nous découvrirons la nouvelle version d'Office pour Mac et Jean-Marc a été tourné-monté au MediaRunt, un espace où l'on met la musique en images. Nous verrons à quoi ressemblent les nouvelles bornes multimédia et Wi-Fi à Bruxelles et nous visiterons Game On, la première exposition entièrement consacrée à la culture des jeux vidéo. Et nos guest stars seront les membres du groupe Sold Out. Ils nous feront l'honneur d'un petit live, mais tout ça après le générique. I don't want to have sex with you. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Oui, et je voulais te dire un truc. Quoi? I love you. Ah, me too. You too. Yes, I You too, am. parce que Enfin, nous tout le sommes monde, quoi. The You. Oui, et on n'est pas sous le toit du You, ni sous le... mais sous le You du toit. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, j'ai pas compris. J'espère que vous avez compris, spectateurs. Et toi, c'est You, et You, c'est toi. Ah, mais voilà, You and Ouais, me. ouais. Me and you, ok. Et on reçoit Cédric. Des bornes d'accès à l'Internet, c'est assez limité. qui a une nouvelle attendue depuis 1 an impatiemment par les spectateurs de Cybercafé, puisqu'on en avait parlé tout au début du projet. Alors, Il semblerait qu'il y ait un accès Wi-Fi gratuit à Bruxelles. ça commence. Ça s'appelle I+, c'est une initiative du CIRB, donc IRISNet, donc des autorités bruxelloises, de tout ce qui gère l'accès à Internet, les sites Internet aussi de pas mal de communes De la région de Bruxelles. de la région de Bruxelles-Capitale. C'est un organisme officiel. Ça fait 3 ans que ce projet est en chantier, mais comme il y avait les élections, ça s'est un petit peu Ah oui, précipité. c'est un petit peu accéléré, bien sûr. Et donc le 26 mai, donc, il y a donc à 2 semaines maintenant, eh bien, on a inauguré les premières bornes. Il y en a 5 pour l'instant dans Bruxelles qui sont des bornes d'accès à l'Internet. C'est assez limité. Alors la borne, il y en a une par exemple place Fernand Coq à Ixelles, il y en a une autre Avenue de la Toison d'Or, avenue de la place du Toison d'Or. Luxembourg. Ouais, il y en a quelques-unes dans des lieux assez stratégiques, assez fréquentés à Et donc Bruxelles. on a son portable et on peut aller... Ah, il y a deux possibilités Ça, c'est pour la s'en deuxième servir. partie. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est la borne elle-même, où il y a un ordinateur avec un écran tactile connecté à Internet, donc qui te permet d'envoyer des emails, de surfer. Et alors en fait, c'est pas vraiment, c'est connecté à Internet, mais l'accès au service est limité. C'est-à-dire, on a un nombre limité de services. Ça se présente comment? C'est une borne en inox. Il paraît que c'est indestructible. Ça doit être nettoyé 2 fois par semaine. On va les tester. C'est assez surveillé. Alors ça se présente comment? C'est une borne cylindrique en inox avec une webcam tout au-dessus. C'est fait pour les gens, à mon avis, d'1,70 m. J'étais déjà un peu trop grand, il a fallu me baisser. Ouais. On peut de cette borne envoyer des mails. En renseignant son adresse email pour recevoir une réponse. On peut faire une petite vidéo, c'est très bien pour les touristes par exemple. On peut aussi faire une photo avec la webcam qui est dedans. Et puis on a accès à toute une série de services télématiques sur la région de Bruxelles-Capitale. Mais tout ça, c'est gratuit? Tout ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas mal. assez bluffant. C'est Attends, déjà la et première tu chose. n'as pas tout entendu. Donc on peut par exemple voir les prévisions météo, envoyer des mails, je l'ai dit. On peut aller sur certains sites comme la STIB, pour les transports en commun, connaître les horaires. On peut même imprimer. On peut chercher un lieu de Bruxelles, on peut imprimer la carte. Ça c'est pour tout ce qui est les services. Donc il y a une imprimante dans la borne. Exactement, c'est une imprimante matricielle, c'est une vieille imprimante, mais ça fonctionne remarquablement bien. Et puis la deuxième phase du projet est très intéressante aussi, c'est qu'il y a un routeur Wi-Fi qui se trouve, un routeur donc et une antenne Wi-Fi qui se trouve à l'intérieur de la borne. L'accès Internet sans fil à 300 mètres à la ronde autour de la borne. Ah, bien. Alors c'est un accès à 54 mégas, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. C'est de Wi-Fi. C'est rapide en plus. Oui, c'est le Comme on top, dit, c'est 802.11G. 802.11G. Voilà, exactement. Il y en a, celle de la place Fernand Coq, c'est du 11 mégas pour l'instant, mais pour les autres, c'est du 54 mégas. Et ça rayonnerait à 300 mètres. C'est-à-dire s'il n'y a pas un building entre les deux, quoi, parce que... Exactement. Donc si on se trouve, par exemple, sur l'avenue de la Toison d'Or à Bruxelles, on peut prendre son ordinateur, son PDA ou son téléphone compatible Wi-Fi pour l'instant. Il n'y a pas de nom d'utilisateur, pas de mot de passe, donc on repère tout simplement le réseau qui est IRISNet. On tape IRISNet sur son ordinateur, puis on est connecté à Et Internet. c'est actif? Là, c'est actif. À l'heure où on parle, c'est Oui. actif. Ça a mis un peu de Pas temps. partout, si j'ai bien compris. Pas partout pour l'instant, donc Voilà. dans les 5 endroits, mais il y a surtout pour l'instant la place Fernand Coq qui est un petit peu le laboratoire. Le test, ouais. Ouais. Il y aura 20 bornes d'ici la fin du mois de juin normalement, et on devrait étendre ça à 200 bornes. Ça veut dire qu'on va couvrir l'entièreté de la région de Bruxelles-Capitale. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que C'est incroyable. on va pouvoir se connecter à l'Internet gratuitement à peu près partout à Attends, mais Bruxelles. le type qui habite à Vue de la Toison d'Or, c'est bon, le gars, il prend plus de connexion. Pour l'instant, non. Si ça porte à travers sa maison et son salon, oui. Ouais. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ce sera bien quand tu seras aux alentours, sur une terrasse du coin, mais quand tu seras chez toi, ben, il faudra quand même une connexion. Ouais. Ça, avec le temps, ils vont évidemment multiplier. Alors, c'est gratuit, mais c'est quand même le citoyen qui paye. Oui. Voilà. Mais c'est un service gratuit aux citoyens, donc c'est vraiment très bien. C'est Alors, ils accessible. utilisent pour la bande passante l'infrastructure de Belnet. Donc, il y a une bonne qualité de bande passante. Je veux dire, derrière, il y a du débit. Alors, une question qu'on peut se poser, si c'est complètement anonyme, ben, est-ce qu'un pirate pourra utiliser cette connexion-là et on ne saura pas l'authentifier? Ah oui, pour aller craquer un site ou l'autre. Peut-être, oui. À partir de là. Ou télécharger sur Casa ou d'autres services. Ouais. Pour ça, il y a encore un vide pour l'instant, mais on peut expliquer ça pour l'instant en disant que c'est vraiment un gros événement, c'est très important. On peut dire aussi que ça provoque pas mal de dire du côté, pour l'instant, des fournisseurs d'accès à Internet, notamment Belgacom, les accès Wi-Fi. qui retardent un petit peu Le lancement. qui, par exemple, dans certains endroits dit ici, il n'y a pas d'ADSL, il y en a, donc ça retarde un petit peu. On peut espérer aussi une chute des prix, peut-être. Ça veut dire que c'est une bombe potentielle En d'ici tout cas, quelques pour temps. Bruxelles, on peut dire que ça transforme Bruxelles en capitale, c'est rarissime, capitale de l'Internet sans fil gratuit. Et d'un point de énorme. vue touristique, Je veux dire, c'est assez les énorme, touristes effectivement. ou les hommes d'affaires qui viennent à Bruxelles, qui peuvent aller au resto et se connecter, commencer à travailler, franchement, c'est une révolution. Ouais, c'est superbe. Mais moi, je vais aller essayer. Moi, je vais aller essayer. Bah oui, Mais voilà ta connexion, Raph. Voilà, elle est là. Mais voilà. C'est bon, c'est Mais bon. voilà. Je me connecte. Il manque plus, il faut l'ordinateur. Les personnages du jeu, donc la bande à Mario, sont vraiment aussi épais qu'une feuille de papier. Alors, mon Gilles, il est avec nous, Gilles, pour nous parler de la Nintendo. Oui, et des images directement ramenées de l'E3 de Los Angeles, la Le grand-messe. Un téléspectateur nous a écrit la signification du troisième E, C'est quoi? qui est Expo. Expo. Mais quels étaient les deux premiers, Gilles? Entertainment. Et le premier? Oh, piégé. Oh, c'est Piégé, petit, c'est vilain, piégé, Gilles, c'est on vilain. dirait- fait pas on a partie- coupe pas, c'est Ça là. ne fait pas partie Donc, des choses qu'il me faut donc, rêver, c'est les gars. Electronic Entertainment Voilà, Expo, Electronic. voilà. Le salon du jeu vidéo. Et qu'y Parlons a-t-il de donc de neuf ces jeux On peut vidéo. parler sur la des jeux. Nintendo? Mais allons-y. Ah, ok. Donc le premier jeu, c'est Paper Mario 2. Un espèce de petit coup de cœur, en tout cas à première vue, puisque... Pepper comme le papier ou Pepper Voilà, comme le poivre? justement, parce qu'en fait, graphiquement, c'est Paper papier. Hein, en fait, les personnages du jeu, donc la bande à Mario, sont vraiment aussi épais qu'une feuille de papier. Ça a une utilité Est-ce dans que le ça risque pas gameplay. d'être un peu plat comme jeu? En fait, c'est une utilité dans le Tu veux gameplay. dire que ça déchire, quoi? Bon, au niveau scénario, Raphaël a cette dinde de Peach s'est fait kidnapper lors de ses vacances. C'est pas vrai. Voilà la conne. Et donc ici, Mario et ses amis partent à sa recherche. Et quand ils sont de profil, c'est pas chiant de jouer? On voit rien, on voit des lignes. Non, on peut justement d'ailleurs se transformer en... C'est un jeu en 1D. Alors? Et alors? Donc Gilles? Comment on joue? On peut se... Tu cartonnes, hein? Non, mais faites quelque chose. Non mais t'as perdu tes feuilles, quoi. Arrête, on dit, tu fais office de presse-papier. On tient tout d'abord à s'excuser, hein, Brice. On s'excuse auprès du spectateur, Et mais moi, hein. vu que c'est la dernière Bon. émission, on s'est dit vous en mettez pour les vacances. Faut nous comprendre, quoi, un petit peu. Hein, Ouais, on va pas pouvoir allez. s'exprimer pendant 2 mois. Gilles, Gilles, un autre poursuis, petit jeu, poursuis, vas-y, Gilles. vas-y. Ah, l'humour au kilo et tout ça, c'est bien. Oui, donc Metroid Prime 2 Echoes, qui est toujours ce jeu graphiquement incroyable des studios texans de Retro Studio, centré sur Samus Aran, qui était une héroïne qui venait d'un monde en 2D, qui était passée en 3D pour notre grand bonheur dans un jeu qui ressemblait à un FPS, mais qui était plutôt un FPA, comme ils ont appelé ça, un First Person Adventure. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans celui-ci? Dans celui-ci, il y aura un mode multijoueur, mais bon, jouable offline, avec les affrontements classiques. C'est Mais une sorte de FPM, quoi. Parce qu'après le FPS, le FPA, le FPM, c'est le first person multijoueur, non? oui. Non. Oui. Non, alors, on pourra également utiliser la particularité de l'armure de Samus qui se transformait en espèce de boule, comme ça, le Morph Ball. Et sinon, la recette est toujours aussi bien dosée au niveau de l'aventure, de l'action, de la recherche, de l'ambiance et des graphismes. Donc ça s'annonce très très bien. Très bien. On enchaîne avec Resident Evil 4. Resident Evil, j'en tremble encore. Oui, Ce qui est moi, c'est vraiment d'avoir vu le terrible. film, Ouais. tellement mauvais. Non, Resident Evil 4, ici, c'est vraiment la grosse surprise, puisque c'était toujours très stéréotypé, des décors fixes, enfin bref, pas de caméra, etc. Et ici, ils ont vraiment essayé de changer, puisque, grosso modo, il n'y a pas de zombies.
à Resident Evil. Bison c'est pas de zombie, c'est... Non, en fait, ça se passe loin du virus, de la société, etc. Ici, c'est Léon. C'est une autre forme de fléau, quoi. Oui, c'est Léon qui est balancé dans une forêt européenne, dans un petit pays, la Belgique peut-être, on ne sait pas. Et il part à la recherche de sa fille kidnappée. Et en fait, ici, le jeu, la caméra, la vue est plus ou moins à hauteur de son épaule. Et en tout cas, graphiquement, c'est assez bluffant. Donc ça s'annonce assez grandiose. Et pour une fois, ça change radicalement la série. Allez, encore un petit jeu. On termine avec Star Fox. Là, nettement moins intéressant, puisqu'en fait, jusqu'ici, Star Fox, le premier avait été développé par des studios mythiques qui sont partis à la concurrence chez Microsoft. Et ici, on retrouve plutôt un jeu qui est un peu calqué sur un espèce de Ratchet & Clank, donc un jeu centré sur l'action pure, et pas l'aventure. Tu pilotes toujours des vaisseaux spatiaux? Oui, il y a toujours des véhicules. Tu marches dans Ratchet & Clank. Oui, c'est toujours Fox McCloud, donc le renard rusé, tout ça, mais plutôt dans des arènes où il y a des robots et tout ça. Enfin, c'est assez direct. Et pour ce qu'on en a vu pour l'instant, en tout cas, on va pas s'énerver pour la cause, quoi. Ouais. Super, Gilles. On retrouve Gilles encore tout à l'heure. Hein, il y en aura pour la PlayStation, il y en aura pour la Xbox, pour tout. Toutes les consoles. Tout. Dans tous nos programmes de la suite Office pour Mac, on a développé encore plus le rapport de compatibilité. Alors Brice, on reçoit monsieur Luc Casterman qui est venu nous parler de ton nouveau bureau. Mais non, Raphaël, c'est la nouvelle version d'Office. Ah oui, moi je traduis Office en bureau. Mais non, c'est un logiciel, c'est Microsoft Office 2004, la nouvelle version de la suite bureautique intégrée de Microsoft. Et on reçoit donc Luc Casterman qui est responsable produit chez Microsoft pour nous en parler. Alors Luc, une version très attendue, quelles sont les grandes nouveautés? La grande nouveauté, c'est qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que les gens, dans leur vie quotidienne, aussi bien privée que professionnelle, sont de plus en plus confrontés à créer de l'information, gérer de l'information et ensuite partager l'information. Sur base de ces études et de ces résultats, on a développé pas mal de choses. Par exemple, dans Word, c'est le Notebook View, où on peut directement prendre des notes. Alors, le Notebook View, Raphaël, pour te donner une idée, c'est comme ton cahier d'écolier, avec les petites lignes bleues, tu prends tes notes, mais tu peux réorganiser facilement les lignes par drag and drop, mettre des petites cases à cocher devant, mettre des trucs. Attention, enfin, tu sais, comme tu fais au Bic Rouge quand tu prends tes notes. Mais alors, le truc qui tue, Luc, c'est la possibilité d'enregistrer des notes vocales. Donc, tu as un micro dans ton ordinateur, hein, souvent. Eh bien, tu peux enregistrer le son ou la voix d'une conférence ou ce que ton prof dit. Comme un petit dictaphone, quoi. Voilà, exactement. Avec, ça fait 1 heure de cours, pour donner une idée, ça pèse 6 mégas. 6 mégas. Donc, c'est pas très lourd. Et alors ça, c'est typiquement le genre de fonctionnalité que Microsoft teste dans une version Mac qui n'existe pas encore dans la version Windows. Elle n'existe effectivement pas dans la version Windows. Et c'est pour ça que dans tous nos programmes de la suite Office pour Mac, on a développé encore plus le rapport de compatibilité. C'est-à-dire que quand vous allez sauver un document sur Office, quelle que soit l'application, il va vous dire attention, si vous comptez après partager sur telle et telle version, aussi bien Mac que Windows d'Office, vous risquez d'avoir tel et tel problème parce que vous avez utilisé des fonctionnalités qui n'existent que sur Office 2004 pour Mac. Alors dans Entourage, il y a un truc qui est quand même vraiment la grosse révolution, on va dire ça, c'est le centre de projet. Oui. Alors apparemment, ça permet de gérer des projets. Luc, un petit mot sur le centre de projet? Alors de plus en plus de gens travaillent ensemble et plus simplement dans leur coin tout seul. Et en fait, on se rend compte qu'ils doivent partager l'information qu'ils ont. Partager ne veut pas dire dupliquer l'information, mais juste donner accès à l'information. Donc, ce qui permet de partager des emails qui sont dans votre inbox, des fichiers, des tâches dans Entourage, des tâches dans les calendriers. Tout ça peut maintenant se partager. Être lié à un projet, tu cliques sur ce projet et tu vois tout ce que tu as reçu comme info. Alors moi, une nouveauté qui m'a bien plu, dans la nouvelle version de PowerPoint, il y a enfin des templates un peu moins moches. Parce qu'il faut dire que PowerPoint était égal mauvais goût, on pouvait le dire quand même. Hein. Maintenant, les templates ont de la gueule, mais moi, ce qui m'a bien plu, c'est la nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des présentations avec une vue pour le speaker. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte effectivement que c'était un non-sens, que le public ait la même présentation que l'orateur. L'orateur a besoin de plus d'informations, il a besoin de savoir quel va être le prochain slide. Ce qui va se passer après, Et également, depuis combien de temps il parle. Il voit ses notes. Il voit ses notes, il voit ses timer, commentaires. Il voit combien de minutes et puis vous connaissez toujours le cas, quand vous donnez une présentation, vous faites toute votre présentation, et puis il y a quelqu'un dans la salle qui dit « J'ai une question, dans votre deuxième slide ». Hop, puis tu reviens. Il faut revenir. Généralement, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut sortir de la présentation, remonter, on voit tout ce qui se passe. Tu peux interactivement. Bref, ça, c'est nouveau. Donc, dans Excel, par exemple, tu peux... Et ça aussi, c'est seulement sur la version... Okay. Et dans Excel, tu peux voir une vue de ta mise en page finale. Parce que tu sais, quand tu imprimes ton tableau, en général, il y a des bouts qui... C'était pas très bien foutu. Maintenant, apparemment... On le voit et on peut le modifier directement en live. Directement en live dans la version pas sortir imprimable. de menu, revenir dans les menus, tout ça, c'est... Très user-friendly. Alors, il y a plein de nouveautés, c'est génial, mais ça coûte cher, Office. Ça coûte un certain prix, ça a pris de la valeur, on va dire. C'est-à-dire qu'on a une version d'abord student teacher, étudiant et enseignement. Mais là, il faut avoir un certificat comme quoi on est dans une école. Non.
Non, non. Il n'y a aucun Il faut certificat. avoir une tête d'étudiant. Il faut juste répondre aux conditions, c'est-à-dire soit être enseignant, soit être étudiant ou avoir des enfants qui sont étudiants. D'accord. Ça coûte 180 €. Il faut savoir aussi que pour 180 €, vous pouvez l'installer sur 3 Macs différents, ce qui revient à 60 € la licence. Ouais. Ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais, C'est tout une à fait. façon de le voir. Nous avons après la version standard, qui elle se décline soit en upgrade, ça veut dire pour toutes les personnes qui ont déjà eu un produit Mac à partir de la version 98 de Microsoft. Ça, c'est 320 € l'upgrade. Là, c'est 320 €. Et la full, c'est Et la full, 550 pour ceux €. qui n'ont jamais eu de, Voilà. de produit, là, c'est aux environs de 540. Alors, Et ça, c'est la Rolls, quoi. Ouais. Alors pour conclure, un petit mot sur la version professionnelle qui comprendra un émulateur Windows, donc Virtual PC 7. Et on l'attendait maintenant. Qu'est-ce qu'il Alors, on arrive est à en cette train version-là? de l'optimaliser complètement pour le G5, donc le processeur des ordinateurs Oui. Apple. Et on a eu un peu de retard. On veut vraiment le perfectionner. Et également, on attend la version de SP2 de Windows, puisque c'est un émulateur pour Windows. Ouais. Autant vous fournir Bien directement sûr. Et ça la meilleure sortira version quand, Windows. alors Et donc, on pense que pour l'automne, on devrait y arriver. Pour l'automne. Ok. Formidable. Merci Luc. À bientôt. Tu verras me le placer Je te l'installerai quand tu t'auras un m'auras filé ordinateur. un ordinateur. Très bien, très bien. Mur poilu, c'est ta virilité que j'aime. C'est moi que tu parles? Brice, as-tu déjà lancé un reportage devant un mur à poil? Non, mais à poil devant un mur, ouais. Ah ouais? Non, mais par contre, quand je vois la taille de la plotte, j'imagine la taille de l'aiguille à tricoter. Ça doit être... solide, hein. Eh bien, Laurentine est allée faire un petit tour à Game On. Tu sais ça? Game On, tu veux dire l'exposition jeux vidéo à Lille 2004, Ouais. capitale de la culture, Tout à fait. et il montre des jeux vidéo. Tout à fait. C'est Alors, la regardez première ça. exposition sur la culture des jeux vidéo et ça dure jusqu'au 8 août. Magnéto, Anne-Françoise. Là, on est au Tripostal à Lille. On est dans l'exposition Game On. Bienvenue dans Game On, la première grande expo réalisée sur l'histoire et la culture du jeu vidéo. Cette expo itinérante a vu le jour à Londres, au Barbican Center. L'histoire, les différents styles, les influences, les créateurs, etc. Commençons par le commencement. Ça commence par une zone historique ici, c'est un secteur qui s'appelle Early Game. C'est un peu les premières arcades. Là, tu as derrière Pong. C'est la première borne d'arcade, la plus célèbre, Pong, qui a permis de mettre en avant le jeu à 2 joueurs, puisqu'avant on trouvait des machines pour une personne. Là maintenant on va voir un jeu où c'est un jeu de tennis le plus basique possible, 2 raquettes qui s'affrontent, une balle qui se déplace au milieu. On va voir que c'est en 2 couleurs, c'est vraiment la base du jeu vidéo qui est sorti en 72. On peut également découvrir la toute première borne d'arcade, Computer Space, créée en 1971 par Nolan Bushnell, le fondateur d'Atari. Et puis bien sûr tous les jeux qui ont hanté l'enfance des actuels trentenaires, de Pac-Man à Space Invaders en passant par Galaxy ou même Space Wars pour les connaisseurs. Ici, on est vraiment dans la zone console. Hein. Donc tu pars un vieux ordinateur comme les ZX81, ça va jusqu'à la GameCube, jusqu'à la Xbox. Tracé historique de toutes les consoles maison. Quoi. Et une fois de plus, retour aux sources avec la toute première console de jeu. C'est la Magnavox Odyssey qui est pour la même année en fait que la sortie de Pong, reprend le même principe et qui met en avant via une petite manette. Donc très simple, hein, il n'y a qu'une molette qui sert au déplacement du curseur sur l'écran. Cette console, c'est véritablement la première console de salon qui va être produite en 72 et qui va révolutionner en fait ce que va être maintenant le jeu de vidéo loisir à la maison, la console de jeu, où même si on n'a qu'un jeu, c'est accessible à tous. Bref, encore une salle pour faire rêver les nostalgiques. Et pourtant, ces jeux attirent aussi les nouvelles générations. Et c'est aussi cela le plaisir de cette expo, c'est que le visiteur peut jouer avec toutes les plateformes. Là, on se trouve dans la salle de jeu. On vient de passer un parcours assez distinct, chronologique. Là, on arrive dans l'autre partie de l'exposition. On est vraiment grande salle de jeu. Les jeux sont non plus classés par chronologie, mais plus par thème. Des jeux d'action, des jeux de sport, des jeux de simulation. Donc là, c'est vraiment la salle d'arcade. C'est ici qu'on joue. C'est ici qu'on essaye, qu'on teste. L'expo a énormément de jeux qui sont accessibles. Là-bas, tu as
une zone sur les personnages un peu mythiques du jeu vidéo, avec Mario, Sonic, des dessins originaux des auteurs, ça c'est important, parce qu'il y a vraiment aussi le coup de crayon, la manière dont le jeu est pensé et fabriqué, c'est assez important. Et outre Mario, on retrouve également d'autres personnages mythiques comme Lara Croft de Tomb Raider, dont on peut voir les crayonnés, mais aussi des personnages de Final Fantasy par exemple. On continue dans la thématique. D'un côté ici, le côté bleu, ce sera consacré à l'Europe et aux États-Unis, et ici plus aux jeux japonais ou asiatiques. Deux cultures assez différentes. Il y en a une qui va t'inspirer plus du comics et l'autre qui va être plus inspirée du manga. Et donc, c'est pas une confrontation, mais vraiment les avoir l'un à côté de l'autre pour pouvoir juger un peu de cette différence culturelle, c'était important. Le jeu japonais en soi possède de multiples aspects qu'on ne retrouve pas en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils développent des jeux autant d'action, de plateforme, mais aussi des jeux spécifiques à leur pays. Par exemple, on va retrouver des jeux de dominos chinois, ce qui est assez particulier puisque nous, en Europe, on n'a jamais eu un jeu de dominos, des jeux de cartes virtuels, mais également des jeux qui reprennent leur civilisation. En soi, ici, le jeu Go By Train, qui est un jeu reprenant le principe de simulation de conduite de train du dernier train japonais, le Shinkansen. C'est un train à suspension magnétique et le principe du jeu est très simple. Il suffit d'emmener des voyageurs d'un point à un autre et on a reconstitué, enfin ils ont reconstitué une partie du Japon sur ce jeu et on va se déplacer au sein des villes. Simulation de train, simulation de vie ou encore ce fameux jeu commandé avec les pieds. Mais au-delà des jeux montrés sur écran, Game On permet également aux visiteurs de découvrir la scénarisation d'un jeu comme GTA par exemple, où l'on découvre les entrailles de l'histoire, les liens qui relient les personnages ou les cheminements dans la ville. Et tout comme bon jeu qui se respecte, Game On a également sa backroom. Il y a une pièce cachée, ouais, parce qu'il y a toujours, dans tous les jeux vidéo, il y a une zone secrète, celle où tu vas retrouver des points de vie, où tu vas trouver des armes, ou celle où surtout les auteurs s'éclatent, parce que les codeurs aiment beaucoup fabriquer ces zones-là. C'est les zones dédiées un peu aux hardcore gamers. Les mecs, ils ont fait une fois le jeu, deux fois le jeu, trois fois le jeu. Après, ils connaissent toutes ces zones secrètes, ils en parlent sur Internet, ils les cherchent, ils les retrouvent. Et bon, nous, on avait un petit lieu. Je ne peux pas t'expliquer comment on y va, ce serait pas marrant, mais je peux t'y emmener. Donc voilà. Un univers très jeu vidéo, un petit peu glauque, un peu marrant, avec les vieux vestiaires dans lesquels on a toujours l'habitude de trouver des munitions. Et ce n'est là qu'une petite partie de l'exposition Game On à Lille au Tripostal, une exposition dans laquelle on peut se perdre une journée entière jusqu'à s'en faire chavirer les sens. Avec nous, le duo Sold Out, David et Charlotte. Bien le bonjour. Bonjour. Vous avez, je crois, tous les deux des influences assez différentes. Toi, tu viens plutôt du classique. Oui, en fait, j'ai appris la musique classique quand j'étais toute petite et j'ai fait 10 ans de piano et puis la guitare classique. Donc c'est vrai que j'ai une formation assez structurée et j'ai des bases... plus conventionnelles, quoi. Voilà, plus conventionnelles. Par rapport à toi, dans l'électronique, oui. Autodidacte. Autodidacte. Toi, tu as commencé à acheter tes petites... Mais les petites machines, les petits decks, puis ça a commencé avec... Ouais, j'ai eu Commodore 64. 64, 128 et Amiga. Voilà. Et maintenant, vous travaillez quand même avec des instruments vintage, comme avec un ordi. Le Korg MS-20, comme on le voit là, ouais. qui est ma petite bête à moi et qui me donne le son que je veux, quoi, avec sa chaleur et enfin, je veux dire, c'est un instrument qui circule quand même relativement beaucoup dans les groupes électroniques. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas facile à trouver, donc on était plutôt contents. Et puis ça s'associe bien avec les sons des synthés modernes. Ça fait un chouette mix. Et, le côté chaud du synthé old school et puis le côté plutôt froid de l'ordinateur. Ouais. Puis analogique et numérique, quoi. Vous mélangez tout ça à votre sauce et on obtient votre album. Qui sort cette semaine, Stop Talking. On peut annoncer également l'album de Karma Fever qui sort chez le même couturier, chez Anorak Supersport. Voilà. Et puis alors vous, on va vous retrouver cet été
très très prochainement à la Fiesta du Rock. Oui, le C'est ça 18. Le 18 juin. Oui. Et puis alors après Festival Polisson, ce Le sera le 26. 26. Et puis après on retrouve à Dour Oui, et puis à Nandrin. voilà. Voilà. Donc vous allez vous promener pas mal. Ouais, Eh ben, si vous nous écoutez maintenant, avant de retamer on y cette va. petite tournée, Aucun problème. je me retire. C'est la dernière, et j'y suis. Un petit mot pour la dernière. Et les shorts dans tout ça. Les shorts. Vous y avez pensé aux shorts? C'est toujours la même formule hyper vitaminée, un maximum d'armes, donc il y en a encore plus. On est de retour et Gilles a quelques infos sur la PS2.
Oui, maintenant, donc l'actualité des futures sorties PlayStation, avec en premier donc beaucoup de suites, de manière générale. Des numéros 2, des numéros 3. Voilà, des formules, on ne change pas des formules qui gagnent. Donc Jak and Daxter revient avec le dernier épisode d'une qui semblerait être une trilogie, même si on annonce quand même d'autres jeux de Jak and Daxter. Donc c'est toujours la même formule. Ici, au niveau du scénario, on retrouve Jak and Daxter qui sont propulsés dans un désert puisqu'ils ont été bannis de la ville qu'ils avaient précédemment sauvée. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le gameplay? Au niveau du gameplay, oui, puisque maintenant on pourra contrôler Daxter. Ils ont quand même essayé de corriger ce qu'on n'avait pas trop aimé dans le 2, c'est-à-dire des missions annexes où il y avait de très nombreux allers-retours entre un point A et un point B. Il y a plus de véhicules et des choses comme ça. Enfin bref. Et il y a toujours les mini-jeux, oui. genre pêche au canard. Oui, et surtout l'humour de ce tandem irrésistible fonctionne toujours à merveille, pour ce qu'on en sait jusqu'ici. Un autre duo. Un autre duo, donc Jak and Daxter ne va jamais vraiment sans Ratchet & Clank. Ici, 3e épisode, donc la série des Ratchet est beaucoup plus centrée vers l'action immédiate, avec un duo également entre une bestiole à longues oreilles et un petit robot sympathique. Et est-ce que là il y a des nouveautés dans le gameplay ou... C'est toujours la même formule hyper vitaminée, un maximum d'armes, donc il y en a encore plus. Ici quand même la nouveauté c'est on pourra jouer en multijoueur. Ah pas mal, ouais, pour la PlayStation, il n'y a pas beaucoup. Il était temps puisque bon, c'était quand même annoncé depuis longtemps et maintenant enfin Sony essaye de se rattraper un peu. En LAN jusqu'à 4 en écran splitté et à 8 en multi. Formidable. Toujours des suites. Gateway 2, donc un jeu qui était très converti. Le jeu qui était vraiment le lancement, comme un film avec des 20 mètres carrés, etc. Donc beaucoup de rabattage au début avec un jeu qui divise un peu les foules. Moi personnellement j'ai bien aimé pour le scénario, pour le côté réaliste. Puisque... Et puis pour le côté, ça se passe vraiment dans une modélisation de Londres. Qui était vraiment réel. Ouais. Donc ici au niveau des nouveautés on n'en sait pas plus, même si on écoute la liste, tout a été amélioré. Nanana. Jusqu'ici, il y a quand même un petit doute, ça semble quand même relativement la même chose au niveau de cette espèce de rigidité. Oui, une nouveauté, mais pas formidable. Non, mais c'est un jeu qui était basé sur ce scénario qui faisait le jeu. Quoi qu'il en Donc soit, ça, ils sont obligés de le changer. Hein. Quoi qu'il en soit, moi j'y jouerai certainement pour l'ambiance. Okay. On enchaîne avec Death by Degrees, qui est un jeu qui s'appelait initialement Nina, puisqu'il proposait un jeu d'aventure résolument tourné vers l'action et le combat, puisque Nina est en fait une héroïne de Tekken. En fait, le principe du jeu... C'est un des personnages de Tekken qui a un C'était la grande blonde. Ils ont sorti pour faire pour mettre dans ah oui, un jeu Nina. suivant. Oui, je me souviens, elle fait des cumulés. Un peu catcheuse elle fait des comme super ça. Cumulés. Il a vu une fille là. Très féminine, un peu rentre dedans. Non, elle était terrible, moi je battais tout le monde avec Nina. Voilà, donc Nina, on va se pencher sur le pourquoi elle est rentrée dans le fameux combat Tekken. Donc voilà ce que ça propose. Ça c'est pour plus tard, en 2005. Oui, il y a Jackie Chan Adventures, qui est un jeu en cel shading, assez sympathique de prime abord, centré sur une série mondialement connue apparemment. Et les dessins sont mondialement sympas, connus dans le reste du monde. Voilà. Les dessins sont sympas, c'est un peu dessin animé comme ça. C'est très gentil, cel shading, encore un jeu d'action plateforme. Terminons encore avec le dernier jeu d'action plateforme, c'est Sly Raccoon 2, donc qui était centré sur les aventures de ce raton laveur cambrioleur, un peu aussi très attachant dans un univers en cel shading. Ici la nouveauté c'est qu'on pourra maintenant contrôler ses amis, Bentley et Murray. La tortue et le gros hippopotame. Et il y aura toujours... Toi tu fais le raton laveur qui tape tout le monde avec sa queue, et moi je fais l'hippopotame. Ouais, on va peut-être faire un jeu vidéo. Donc voilà, tout ça, ce sera égrené au niveau des sorties entre septembre, octobre jusqu'en 2005. Donc là, on a le programme jusqu'à l'année prochaine. Ouais, on a le temps, en tout cas, c'est les principales grosses sorties. Toujours un vent sur son temps, ce qui est incroyable. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce qu'il y a de nouveau sur Xbox. Bien sûr. À tout à l'heure. Une espèce d'espace dans lequel on parle de... Média. Bravo. Dites-moi Jean-Marc, si vous êtes là, c'est qu'il y a un petit tourné-monté dans l'air, non? C'est tellement réducteur. Mais tu as raison, je suis là pour un tourné-monté. Une fois n'est pas coutume. Tiens. Et vous allez me dire de quoi? De quoi? Voilà, parce que j'aime bien quand vous le faites agile, tu vois, t'as répété, vous dites tous les deux en même temps. De quoi? Voilà, merci Brice. Brice. Oui, en même temps tout seul. D'accord, il y en a un qui suit. Moi, je suis allé au Mediarumt. Voilà, ça c'est déjà mieux. Qui, comme le nom l'indique, est une espèce d'espace dans lequel on parle de... Média. Bravo. Et non pas de Rumt. J'ai déjà 2 points, moi. J'aurais pu me faire avoir, là. Et donc, le 17 mai, ça remonte, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Parce que dans les vrais films, on comprend. Parce que 17 mai, c'est dans le passé. Voilà. Ouais, on est fort en avance. On est déjà dans le futur, et donc voilà. Et le 17 mai, il y avait un truc au Mediarumt, donc c'est un espace dédié aux médias, et c'est toujours un peu en collaboration avec Labo. Labo. Voilà. Tout le monde connaît, on va pas... Voilà. Ces gens s'interrogent principalement sur les ponts et les interactions qu'on peut trouver entre le son
l'espace et les images. Hein, on va dire ça un peu comme ça. Et donc il y avait un événement qui s'appelle Mister, je ne vais pas dire de bêtises, MR INI. C'était un événement qui s'appelait Liquid Space et dans lequel ils ont invité un artiste qui s'appelle Fuzzy Logic. Et c'est un garçon, donc la soirée commençait un peu d'une façon étrange, où les gens se regardaient d'un air un peu entendu. Je parle des spectateurs qui étaient là pour voir. Un air entendu, c'est comme ça ? Un air entendu, du genre tout le monde sait pourquoi on est là. Et on a assisté à une espèce de lecture, donc un gars qui fait des PowerPoint et qui explique les différents logiciels qu'il utilise pour faire de l'interaction son, espace, image. Un peu à la manière de Labaou. Et donc on regarde tout ça, c'est assez stave comme ça, tout le monde regarde, applaudit un petit peu à la fin et on se dit bon bah c'était sympa parce que pendant que le gars parle c'est un peu compliqué, on ne comprend pas grand chose. Et puis moi, une fois que je suis rentré chez moi, j'ai été voir sur le site et là c'est complètement incroyable parce que sur le site fuzzylogik.be, vous avez toutes les choses dont ce gars a parlé et tout prend sens. C'est-à-dire que c'est de l'art numérique, on va dire ça comme ça pour résumer, et c'est des espèces de petites expériences sensorielles et musicales qui sont complètement à la fois directes, interactives et super rigolotes à faire. Et le type, il vous prévient, il vous dit allez voir sur le site pour plus d'infos. Oui, voilà, parce que tout ça fait partie d'un grand projet de Mediarumt qui a débouché sur un atelier où plein de VJ et de gens qui triturent ces logiciels se sont mis ensemble. Et c'est pour ça que je suis là maintenant pour parler du futur, parce qu'à partir du 8 juillet et jusque pendant le mois d'août, juste y compris pendant le mois d'août, il y aura une grande expo avec les résultats de ce workshop, de cet atelier où plein de VJ, de gens de labo. Ben, au Mediarumt, évidemment. Ah, où se trouvent les Mediarumt? Rue de la Queue, c'est là où tout se passe, les gars. Design in Brussels, tout ça, c'est rue de Attention, la il n'y Queue. a pas que ça qui se passe rue de la Queue. Excuse-moi, Jean-Marc. T'habites dans le coin. Voilà, et je me suis dit, je ne vais pas aller très loin. Donc, Mediarumt, ça, c'était une chose. Dans la soirée, il y a eu aussi une américaine qui s'appelle Bubbly Fish qui fait du Game Boy Music. C'était vraiment très bien. Et je ne voudrais pas vous quitter pendant ces longs mois de vacances sans vous dire que grâce au Mediarumt encore cet été, pendant tout le mois de août, nous aurons le City Sniper Game Project. De quoi s'agit-il, En Jean-Marc? très court, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Il va y avoir un photographe qui va être lâché dans la ville. Nous aurons plein de gens au Mediarumt équipés de leur petit GSM. Ils vont pouvoir envoyer à ce photographe des infos, des charades, des rébus pour lui demander de photographier des trucs. Et ce gars va les photographier et les envoyer par SMS dans Mediarumt, ou MMS, voilà, et ça va être mis en spatialisation 3D en direct. Et après, tu pourras repartir avec la photo dédicacée par le photographe. C'est génial. C'est quand même dingue. C'est vachement technologique, quoi. Tout ce qu'on fait de nos jours, Jean-Marc. Jean-Marc, on te retrouve sur les plus belles plages d'Autriche cet été, oui, et un peu du Liechtenstein. Un petit peu du Liechtenstein, c'est ton petit faible. C'est vraiment le but d'axer sur la sécurité pour tout le monde et pour que ce soit gratuit. Alors Cédric, tout à l'heure, on a vu une nouveauté de Microsoft pour les Mac. Eh bien, il y a bientôt la grande nouveauté de Microsoft pour Windows. C'est la nouvelle mise à jour de Windows XP. C'est le SP2, donc Service Pack 2, qui sera gratuit et en téléchargement d'ici quelques semaines. La date n'est pas encore précise pour l'instant, mais ce sera en téléchargement gratuit, donc c'est important. On reçoit pour ce faire Luc Casterman. Voilà, Luc Casterman de retour. Alors Luc, quelles seront les nouveautés dans SP2 ? Principalement, SP2 sert à renforcer la sécurité de votre PC sur Windows. Donc, on va essayer d'éliminer tout ce qui est spyware, un peu de spam, tout ce qui s'installe sans que vous le sachiez. La plus grande partie, évidemment, est le firewall qui va être maintenant intégré et développé. Il y avait déjà un firewall. Il y avait déjà un firewall de base. On l'a amélioré et surtout maintenant, on coupe les accès par défaut. C'est-à-dire quand tu installes Windows SP2, les accès sont coupés et tu dois les ouvrir en fait volontairement. Voilà, en fait, quand une application va demander d'aller à l'extérieur ou une application extérieure va essayer de rentrer, il va avoir un petit pop-up disant voilà, telle application va faire ça, je peux l'autoriser, je peux pas l'autoriser. Est-ce que tu veux te connecter ou pas? Voilà. Et donc maintenant, tout est contrôlé et on voit très bien ce qui est installé, style spyware et tout. Parfois, on dit mais pourquoi mon PC fait ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est installé que vous ne le savez pas. Ok. Est-ce qu'il y aura des nouveautés dans Internet Explorer? Voilà, dans Internet Explorer, on a maintenant les pop-up blockers. Donc on va bloquer tout ce qui est pop-up un peu intempestif, puisque on parvenait même à des situations où parfois il y a des pop-up qui généraient des pop-up qui généraient des pop-up. Bah oui, tout le monde connaît. Finalement, il n'y avait qu'à éteindre le PC. Et avant, il fallait utiliser des petits utilitaires pour couper ça. Voilà. Maintenant, c'est compris dans Explorer. Maintenant, c'est intégré. Est-ce qu'il y a la navigation avec les tabs comme dans Mozilla ou ça fait... Le but de SP2 n'est pas de vendre des nouvelles fonctions. C'est vraiment le but d'axer sur la sécurité pour tout le monde et pour que ce soit gratuit. Et puis, on a aussi beaucoup parlé d'un possible antivirus de Microsoft. Or, il n'est pas là. Non, il y a juste un panneau de contrôle qui dit vous avez un antivirus, vous n'avez pas un antivirus. Oui. Il n'y avait pas d'antivirus, pourquoi? C'était une formidable opportunité. C'est
Aujourd'hui, c'est la sécurité qu'on veut faire par rapport au firewall. Donc, il y a des très bons fabricants d'antivirus. Donc, aujourd'hui, on laisse les gens faire l'antivirus. Ils font leur boulot, quoi. Il y a quelque chose de très très bien aussi dans Outlook Express maintenant, c'est qu'un peu comme sur macOS, il va falloir des privilèges d'administrateur pour pouvoir ouvrir des pièces jointes, ce qui va permettre évidemment ces pièces jointes de ne pas se multiplier sur l'Internet. Et la sécurité a été énormément renforcée au niveau d'Outlook Express, qui est un petit peu, on va dire, un petit peu le fromage. Il faut dire que c'est un énorme investissement de Microsoft, il faut le dire. C'est 300 millions de dollars. Ils ont même repoussé le lancement de la prochaine version, donc Longhorn, pour se concentrer sur la sécurité. Alors la question qu'on se pose, Luc, ça va coûter combien cette mise à jour? Elle est gratuite, donc elle sera soit en téléchargement gratuit via le site de Microsoft. C'est à peu près 80 mégas, donc ça fait quoi? Donc une petite demi-heure de téléchargement. C'est tout à fait téléchargeable. On ne pourra pas la trouver sur des CD avec des magazines et des choses comme ça? Si, alors ça justement, c'est ce qu'on est en train de voir. Si on a un modem, 80 mégas, c'est quand même... Voilà, tout à fait. Et donc comme on veut absolument que tout le monde puisse en profiter, on est en train de travailler sur des plans pour diffuser ça, soit avec des magazines, soit via le canal de revente. Et à partir de septembre, tout Windows XP acheté sera avec directement le SP2 inclus. Si on a régulièrement fait toutes les mises à jour de son antivirus, de son firewall et de Windows, est-ce que c'est absolument nécessaire de passer à la SP2? Tout à fait. Parce qu'il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités comme dans Internet Explorer, comme dans Outlook Express, comme le Security Center, donc le centre de sécurité qui va gérer la sécurité de votre PC. Tout ça, c'est nouveau. Ça ne fait partie de aucun autre update qui s'est passé jusqu'à présent. Donc pour les gens qui n'ont jamais fait d'update, c'est l'occasion idéale en une fois avoir un PC picobello à jour. Pour les autres, ça prendra un peu moins de temps, mais c'est... Donc on peut conseiller à tout le monde de faire cette mise à jour. En plus, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et il se dit aussi sur Internet que même les versions piratées pourraient être mises à jour. Et c'est une formidable occasion pour Microsoft de dire « Ok, on sécurise même les versions piratées qui sont très nombreuses. » Et ça sort quand? Alors, en téléchargement, ça devrait être fin juillet, début août. Et alors sur CD, fin août, début septembre. Et les boîtes qui seront vendues en septembre seront vendues avec le SP2 intégré, tout à fait. Ok, merci Lucas Surman. Ça s'annonce pas mal et résolument tourné vers le live politique de Microsoft. Dernière apparition de la saison de notre Gilles pour plein de jeux qui sortent sur Xbox. Balance! Alors, le premier, et non des moindres, Halo 2. Ouais, Halo 2, la suite du jeu culte. Le premier jeu sur la Xbox, c'était génial. Ouais, Halo 1. Oui, et ça semble tout aussi génial puisque ça sort en novembre, ça s'annonce très bien. Le multi est vraiment énorme. Au niveau de la nouveauté, c'est qu'on peut... niveau nouveauté, voilà, j'y arriverai. 2 flingues, maintenant on pourra combiner des armes. En tout cas, c'est toujours aussi fun, toujours aussi nerveux. Enfin bref, c'est... Du bon. Que du tout bon jusqu'ici. Suivant. Suivant, c'est Forza Motorsport, ça va te plaire. Hein, de la bagnole. De la bagnole, puisque en fait ici la volonté de Microsoft c'était un peu d'avoir son Gran Turismo maison. Donc la petite particularité c'est qu'on pourra également faire du tuning, mais non seulement... Oh Raph, tu vas aimer. Jusqu'à l'intérieur des voitures, avec ta Vauxhall. Quoi, tu vas pouvoir mettre du mouton sur le volant voilà, et des on trucs pourra comme ça? faire des choses comme ça. Wow. Graphiquement, c'est assez terrible comme on peut le voir. Et au niveau de la physique, pour l'instant, on sait que ça sera plutôt orienté vers la simulation et pas vraiment vers l'arcade. Donc ça s'annonce assez bien et un bon produit maison. Next one. Le suivant, c'est Fable, ici qui est toujours... Fable. Oui. Projectivo, un des jeux dont ça c'est incontournable, Molineux, le retour. Un des jeux dont on aura le plus parlé cette saison. On en a déjà parlé dans Cybercafé la semaine passée. La précédente, mais ici on commence tout doucement à avoir un petit doute quand même parce que finalement Microsoft n'en parle pas tellement alors que ça arrive bientôt, ce qui n'est jamais vraiment bon signe. Il y a des choses qui s'avèrent, enfin bref, pour l'instant on est un peu dans le doute, on ne sait pas si ce sera vraiment le super RPG qu'on nous a promis. Enfin, c'est pour bientôt. Point d'interrogation. Ouais. Suivant. Jade Empire, qui est en fait un jeu du studio qui avait fait la gloire de KOTOR, donc le jeu Knight of the Old Republic centré sur... Toujours dans l'univers Star Wars. Ici, plus de sabre laser ni de Star Wars, c'est dans la Chine médiévale avec le personnage principal, une jeune recrue dans les arts martiaux, avec toujours cette possibilité de diriger le dialogue et faire son choix, etc. Mais en tout cas beaucoup plus tourné vers les combats et les techniques possibles. Ça s'annonce assez bien, c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2005. Ah oui. Et puis ensuite Conquer Live and Reloaded, qui est un jeu de Rare. Donc le Rare Studio, c'est les gens qui avaient fait Star Fox, qui étaient partis de chez Nintendo pour passer à la concurrence chez Microsoft. Ici en fait qui ressortent un jeu, le jeu qui était initialement fait sur Nintendo 64, donc un jeu à l'humour complètement décalé. Ici, ils ont pu se lâcher puisqu'ils ont un peu plus carte blanche au niveau Microsoft. C'est toujours très parodique avec des clins d'œil à Terminator 3, enfin plein de choses comme ça. Ça s'annonce pas mal et résolument tourné vers le live
politique de Microsoft. Nickel. Pour une... Tu as encore un petit jeu? Un dernier, Allez, un petit jeu. Mecasso Un petit dernier, 2, je te l'offre. rapidement, Mecasso 2 qui est un des jeux les plus prisés du live côté américain, un jeu avec des mechas, donc des robots combattants. Nouveauté, c'est qu'on pourra maintenant sortir... C'est pas un jeu avec des mécaniciens. Je veux Non, non. compris, je veux compris. Tout va bien. Donc on pourra sortir de son robot pour encore plus de stratégie et d'action. Formidable, Gilles, quel exploit, tant de jeux en si peu de temps. Voilà, et on se retrouve peut-être l'année prochaine, et en tout cas, on a de quoi patienter d'ici là. D'ici là, vous pourrez retrouver Gilles sur toutes les plages de Belgique. Bon, on va passer ça, ça c'est un peu trop gore. Alors Brice, pour la dernière fois cette saison, oui, ça va nous manquer, d'ici décalé d'Olivier. Salut les boys. Je vais vous étonner, la sélection d'aujourd'hui c'est sujet les vacances. Oh bah c'est étonnant. C'est étonnant, non? Dingue ça. Regardez ma chemise, vous vous souvenez, c'est la chemise des vacances. Incontournable. Voilà. Ah, je me suis dit c'est site spécial mauvais goût, mais non, c'est site spécial vacances. On verra si tu arriveras à gerber pour la fin de la sélection. D'accord. Hein. Donc évidemment avant les vacances, c'est le boulot. Et là, je vais trouver un petit jeu qui s'appelle The Office Space. Donc tu es évidemment dans ton bleu de travail et alors chaque jour tu as une autre mission, celle de devoir par exemple ranger ce qui s'est passé la veille, tu vois, donc classer tes dossiers, etc. Donc tu es un petit bonhomme qui se balade sur son plateau et alors level par level tu vas en fait arriver avec une autre mission, mais le but ça ressemble un peu à une espèce de Pac-Man. C'est un Pac-Man en 3D isométrique. En 3D, exactement. Où tu dois attraper des petits dossiers et tout. C'est assez déroutant d'ailleurs, quelquefois tu joues avec le clavier, avec les flèches du clavier et là tu vas repositionner chaque fois ton perso et voilà, donc c'est vraiment, et le but et tu ne dois pas te faire attraper par les boss. Déjà. Par ton patron qui est dans les couloirs. Ou pas. Donc en fait le jeu c'est Brice et c'est moi quoi. Oui, tu dois pas me chercher par toi si... Mais quoique, enfin, le personnage, je le trouvais un peu, tu sais, c'est comme le mouchard, un peu le gars qui va te donner dès que tu fais une connerie au Big Boss, quoi, tu vois, donc t'as plein de petits gars comme ça qui sont un peu cheveux gras, pellicule et tout ça, donc vraiment, il faut se battre pour gagner ses vacances. Donc ça, c'est The Office Space. Toi, tu m'as dit, bon, mes vacances, moi, je reste près de ma caisse. Je suis dans mon garage en train de chipoter sur ma bagnole. Ok, ben moi, ce que j'adore, c'est partir en backpack, tu vois. Donc, sac à dos. Le sac à dos, je pars à la scout, quoi. En Asie, tu vois, à l'aventure. Ouais. Et ça, c'est terrible. Là, je vous ai trouvé un site qui s'appelle Ball of Dirt, qui est en fait, si tu veux, ton journal de bord de vacances. Et ça, c'est vrai, tes potes qui partent, généralement, tu sais, ils envoient un email groupé à tout le monde. Voilà, ils mettent des photos sur Yahoo. Voilà, voilà. Enfin, c'est un peu le bordel à gérer. C'est une espèce de bloc de vacances, quoi. Exactement. Et là, c'est vraiment, bon, d'abord, c'est gratos. En plus, il y a un esprit de communauté parce que tout le monde partage l'expérience qu'ils ont vécue en baroudant. En fait, donc sur tel endroit de la planète, j'ai eu des mers, n'y allez pas. Voilà, c'est un peu les témoignages des routards, quoi. Exactement, le témoignage des routards. Et ce qui est génial, c'est que tu gères ton profil. Et bon, évidemment, le petit plus, c'est que tu peux te mettre en mode privé ou public. Donc tu peux partager ton expérience. Voilà. Tout le monde peut voir tes vacances. Exactement. Et s'il y a une partie de tes vacances qui sont des scènes privées, voilà, tu sais, comme tu peux aller à la piscine tout nu tard le soir, est-ce que tu peux protéger une partie seulement des photos? Eh bien oui, tout à fait, tu peux protéger une partie. Et je trouve ça franchement sympa. C'est un outil qui manque. Ball of Dirt. Alors ensuite, bon, effectivement, ça c'est quand même, tu as quand même besoin d'un mini budget pour payer ton voyage en avion, etc. Ouais. Mais là, il y a un gars terrible aux États-Unis qui a trouvé une solution pour voyager pas trop cher par les airs. Le site s'appelle Cluster Balloon. Le principe, c'est simple, tu remplis des ballons météo et tu t'accroches au ballon. Oui, bien sûr. Ouais. Là, tu es sûr de te lever, mais comment tu vas dans la bonne direction? Eh bien, écoute, c'est un peu comme un ballon, oui. Un petit ventilo sur pile. Tu as le bon vent et puis il est lesté, tu sais, avec tout plein de sacs de sable, un peu comme le principe des c'est comme une montgolfière. Une montgolfière, mais ça manque des ballons. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a le côté rêve d'enfant, tu vois, parce que ces ballons météo, ils sont toutes sortes de couleurs, rouge, jaune, donc c'est vraiment... le problème, c'est que s'il en met un peu trop et qu'il monte, il redescend plus. Il y a le côté tour du monde en 80 jours. Hein. Je trouve que ce site est assez complet, il y a plein de détails. Il pète un ballon, il redescend, tu vois. Mais ouais, mais c'est ce qu'il fait en fait. Et alors, tu vois une des photos, par exemple, où il s'approchait d'une arrivée et il a toujours cette fameuse corde que tu vois, son équipe tire. Et là, il y avait un coup de vent, il s'est ramassé dans un arbre et c'est génial parce que tu vois tous les ballons éclater et lui au pied de l'arbre, donc ça vaut le détour. C'est un peu Bourville, tu vois. Il y a des barges. Il y a des barges. C'est vachement bien Bourville quand même temps. Ah, tu le fais bien. Mon ballon. Donc je trouvais ça pas mal. Et alors, un autre truc pour ceux qui ont, allez, on va dire un peu de budget, un peu de thunes pour partir en vacances, le gros stress en partant en avion, c'est se dire, bon, ouais, il va cracher, il va cracher. Mais bon, on va passer ça c'est un peu trop gore. Mais par contre, il y a quand même l'autre stress, c'est qu'est-ce qu'on va me donner à bouffer pendant
ce vol interminable. La dernière fois que j'ai pris l'avion, j'ai eu des espèces de crevettes que j'ai pas touchées. Ok. J'ai eu les boules de toucher ces crevettes. Elles bougent encore? Non, mais depuis combien de temps elles sont là? Eh bien, Airline Meal, c'est donc un portail qui est dédié tout simplement à la bouffe dans les avions. Et c'est vraiment incroyable. Il y a des photos des plateaux d'avion. Il y a des photos des plateaux et alors tu as toutes les compagnies d'aviation. Moi j'ai été par exemple en voyage jusqu'en Thaïlande, j'ai fait plein d'escales. Effectivement j'ai retrouvé toutes les compagnies que j'ai utilisées. Et tu vois vraiment, en fait quand tu cliques en économique et tu cliques la version business class, tu vois la différence, c'est vraiment abject quoi. Une fois, et le mec il est courageux parce qu'il y a le mec de l'avion qui prend une photo de son plateau. Il faut vraiment avoir l'esprit touriste japonais, c'est pas possible quoi. Moi je trouve ça extra et en plus tu as un côté historique, tu vois, donc ça vaut le détour pour t'informer avant de partir. Eh ben, écoute, bonnes vacances Olivier. Ben, avec plaisir. Hein. À la rentrée, on se retrouve. On se retrouve à la rentrée. Ah oui, il y a intérêt. On va pas dire non. Ce n'est pas une émission cette fois-ci, mais c'est une saison. C'est la saison qui s'achève. C'est la fin, c'est la fin. Mais non, toi on va te retrouver moniteur de natation sur les plages. Hein? Ouais. Je rappelle qu'on était au You. On était au You. On était au You et d'ailleurs, moi je serai au You à peu près tous les vendredis pour venir boire mon petit verre. C'est ouvert tout l'été, c'est ouvert tout l'été. Ouais, il faut le rappeler. On viendra. Et puis on est un peu fatigué, mais on se repose pour septembre, non? Oui, bien sûr. On va quand même remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à Cybercafé. On remercie Laurent Jadot, notre éditeur dont on ne parle jamais. Si, quand même des fois. Hein. Voilà, on remercie Richard qui a beaucoup réalisé. Géraldine également qui a beaucoup réalisé. Qui a réalisé pas mal. Ouais. On remercie Anne-Françoise, notre script. Bien sûr, Jennifer, notre maquilleuse. Et puis Anne qui a cadré beaucoup. Ouais. Yvan qui a fait la leçon, Jean-Paul. Jean-Paul. Ah, tous ces gens. On remercie tous les gens. Il y en a une cinquantaine qui collaborent pour faire cette émission. Ouais. Oui. C'est tout un monde. Voilà. On remercie la RTBF. Merci. C'est vrai? Elle est gentille la RTBF. Oh oui. Et on se retrouve peut-être en septembre. Bye bye. Enfin, on va quand même boire un petit coup de champomis avant de partir.